Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, je critique enfin, une fois pour toutes, la série Siege, Warfare Cybertron, Siege plus précisément, sur Netflix que j'ai eu la chance d'écouter il n'y a même pas 24 heures grâce à un certain Jeko qui m'a prêté son compte Netflix, justement. Merci beaucoup Jeko si tu écoutes cette vidéo-là. Alors, si vous ne me connaissez pas, ça fait longtemps que on va dire, un opus sur Cybertron, que ce soit une série ou un film. Bien entendu, grâce à les BD War Within que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, quand j'ai, mettons, commencé à collectionner à peu près en 2006. Et on a eu l'annonce à peu près un an et demi, un mois après la sortie du film Bumblebee, où que beaucoup de gens se souviennent à cause des deux scènes sur Cybertron. Le reste du film, la plupart du temps, se souviennent pas. C'est une blague. La part des gens, quand on parle du film Bumblebee, on parle souvent, mettons, de ces séquences-là sur Cybertron parce que c'est les séquences qui sauvent le film carrément. Fait que c'est ça qui est ça. Alors, bien entendu, j'ai fait aussi une série de vidéos pourquoi nous sommes prêts à avoir un opus sur Cybertron depuis à peu près un an et demi. Et honnêtement, j'attendais vraiment beaucoup de cette série-là et je suis vraiment pas déçu. Alors, je le dis tout de suite, pour moi, c'est la meilleure série depuis au moins 10 ans. Ok, ça clenche solidement Cyberverse. Aussi Robo in Disguise de 2015. En même temps, c'est pas tough de faire mieux. Cyberverse reste quand même bien. Là, on se le mentira pas, c'est mieux que Robo in Disguise. Je ne crois pas que ça va battre la série Prime parce que la série Prime quand même est terminée depuis longtemps. Il y a eu dans les 70 d'épisodes, il y a eu aussi un genre de téléfilm. Là, on a juste une saison de 6 épisodes. On a le premier arc, bien entendu. Les autres chapitres vont sûrement arriver l'an prochain, dans 2 ans. Disons que Netflix, c'est pas comme les séries à TV. Ça commence, mettons, le mois de septembre, ça finit le mois de mai, mettons. Ça peut prendre un an, ça peut prendre 9 mois, ça peut prendre 18 mois aussi. Mais on n'est pas mal sûr d'avoir une suite qui va sûrement se passer sur Terre. Alors, justement, ça va être une partie non spoiler au début. Par contre, je vais vous spoiler plus tard parce qu'il y a quand même des choses à parler. Il y a beaucoup d'affaires à parler. Alors, premièrement, c'est extrêmement sombre. On nous l'avait promis que c'était plus sombre que toutes les autres séries Transformers. Et ça l'est. C'est tellement sombre qu'il y a une certaine ambiance un peu post-apocalyptique. C'est pendant la guerre, tout ça. Et il y a aussi des choses que j'ai beaucoup aimées. Un de mes films préférés à vie, c'est Starship Trooper. Starship Trooper, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un film de Paul Verhoeven. Et il y a des spots de propagande. Et dans la série, il y a des spots de propagande du point de vue des Decepticons avec Megatron. Qu'à un moment donné, il y a même un Decepticon qui a tombé au combat. Et ça, c'est vraiment bien. C'est des spots de propagande, bien entendu, pour le peuple cybertronique qui n'ont pas choisi leur camp. Et justement, je ne vais pas trop spoiler là-dessus, il y a les Autobots d'un bord, les Decepticons de l'autre, et bien entendu, les civils au milieu. On est tellement habitué de voir les humains, mettons, dans les séries, les films, que là, cette fois-ci, voir tout simplement des civils, des robots. Et il y a aussi quelques personnages qu'on connaît qui sont des civils. Je vais vous parler de ça plus dans la version spoiler, on dit ça même. Fait que... Les personnages, alors bien entendu, il y en a qu'on connaît depuis le début qui sont carrément ce que doit être, là, Megatron, Optimus, Starscream, ça c'est très bien appliqué. Par contre, c'est pas eux autres qui m'impressionnent le plus, ce sont des personnages secondaires qui sont aux antipodes de ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est carrément nouveau. Puis quand je dis aux antipodes, ils sont carrément même... des fois, t'es comme, mais c'est ce personnage-là qui est le même. C'est sérieux, tu te poses vraiment des questions pendant que tu écoutes la série, puis tu y crois même pas, mais comme ils ont dit, ils font quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus pour adultes aussi. Malgré que je pense que les jeunes enfants vont quand même peut-être bien aimer ça. Bien entendu, les trucs de blabla politique, le côté guerre, peut-être qu'ils vont pas beaucoup aimer. Par contre, les scènes d'action vont sûrement bien aimer. Il y a beaucoup de robots aussi, il y en a peut-être même trop. Il y a beaucoup de figurants, et bien entendu des personnages secondaires qui sont très bien travaillés, et il y a des personnages aussi qui sont troisième ordre, qui sont pas bien travaillés, qui sont populaires dans la licence, mais qui sont pas vraiment mis en avant-plan, qui prennent pas de décisions, qui les auraient enlevés du show, et ça aurait pas changé grand-chose de remplacer ça par d'autres personnages, limite figurants, même des repins, justement. Pour ce qui est des scènes d'action, malheureusement, c'est pas du Michael Bay. Mais ça reste quand même minime. Il n'y a rien là-dedans que je trouve vraiment épique. Bien entendu, il y en a qui sont mieux travaillés que d'autres.
pas grand chose à dire. C'est sûr que voir un combat entre Optimus et Megatron, ça se punch. Ils ne peuvent pas s'entretuer direct au début de la série. Mais disons que ça se tire dessus des fois aussi. C'est surtout, admettons, tout ce qui entoure les batailles, les explosions, les boucanes, les smokes, tout ça qui passe assez bien. Alors justement pour le décor, on a bien entendu Cybertron en décor. On a quelque chose de vraiment réussi. On a, mettons, un cimetière avec aussi la pluie, mettons, à un moment donné, il neige aussi. Il y a bien entendu aussi l'arène de Megatron. Il y a les rues de Yako, à un moment donné, que les Autobots n'ont pas vraiment mis leur quartier général là. Justement, le quartier général, je vais plus en parler dans la version spoiler, si je pense. Mais la part des décors sont cool. Il y a bien entendu aussi la mer de Rouille. Ça, je ne spoil pas, on le voit dans mon annonce avec toutes les tornades, tout ça. Ça représente très bien la mer de Rouille. Tout simplement ça. Fait que les côtés décors vraiment vraiment cool sont différents aussi. Fait que bien entendu ça rappelle toutes les OP qui se passent sur Cybertron, les jeux Warfare et First Cybertron. La première fois qu'on voit Optimus, il est carrément dans une rue de Yacon avec le contour autour des rues de Yacon, mettons dans Warfare Cybertron, c'était comme une sorte de demi-cercle. On voyait que c'était des rues extraterrestres là, tout simplement. Pour ce qui est de la musique, il n'y en a aucune qui m'a marqué. Fait que c'est inexistant. Vraiment, il n'y a pas grand chose. C'est pas une musique tant que ça qu'on réécoute comme du Steve Jablonski. C'est juste une musique d'ambiance. Je l'ai juste vu une fois, la série. Mais la deuxième fois, je vous mentionnerai pas. Je vais plus y faire attention. Alors, pour ce qui est de la mise en scène, à part peut-être une ou deux scènes, la mise en scène est inexistante. C'est du chant contre chant. Il n'y a pas grand chose de vraiment spectaculaire là-dedans. Je vais en parler aussi. L'animation 3D reste très bien. Bien entendu, c'est nos jouets en action avec leurs trous 5 mm puis les pecs 3 mm pour mettre des effets laser. Les trous 5 mm, j'en ai vu une coupe qui était pas mal bouchée par des, mettons, des petits éléments cybertroniens. Pas tous, mais ça restait quand même cool. Justement aussi, les bruits de transformation G1, ça c'était le fun, c'était un bon retour. C'est peut-être les bruits de mouvement de robots qu'au début, dans le premier épisode, ça me tapait ses nerfs, ça me gossait. Puis à un moment donné, je pense qu'il y en a même quelques-uns qu'on n'entend même pas leur bruit quand ils marchent. Fait que c'était moins peu dans les autres épisodes. Bien entendu, c'est une série destinée aux adultes, mais c'est aussi grand public pour moi. Il y en a bien qui disent que c'est juste destiné aux fans hardcore Transformers. Non, pour moi, c'est vraiment grand public. Le problème, c'est que peut-être qu'il y en a qui vont moins s'identifier. Justement, dans les points négatifs, il y a beaucoup trop de figurants avec beaucoup, mettons, de corps existants. Il y a peut-être 10 corps pour des centaines de cybertroniens. Ça a été montré dans les bandes annonces, fait que c'est pas quelque chose qui m'a choqué tant que ça. Tu sais, mettons, on voit un Sideswipe noir et rouge, on voit, mettons, un Seekers noir et rouge. Sideswipe noir et rouge, ça c'est le G2, mais on le voit pas, mais on voit plein d'autres Sideswipe, mettons, bleu foncé, whatever. Par contre, on voit bien un Seekers rouge et noir que je veux en figurine, qui est tout simplement un figurant. C'est pas Truss, ça je dis tout de suite, mais il y a 42 000 Seekers que je veux voir en repeint. J'espère que sincèrement il pourra en sortir d'autres. Je les achèterai toutes, anyway. Alors j'ai eu la chance d'écouter ça en VF. Je vous mentirais pas, je suis quelqu'un qui défend les VF, même d'Europe. Fait que il y a des voix que j'ai vraiment pas aimées, comme celle d'Optimus Prime. L'acteur de doublage est absolument très bon. Il fait la voix, mettons, de Samuel Jackson dans les films Marvel. Je le trouve excellent. Mais ici, en tant qu'Optimus Prime, surtout qui parle assez lentement, non. Non, vraiment pas. Sinon, la part des autres voix, je les aime bien. J'aime bien, mettons, celle de Lita 1, j'aime de Megatron, j'aime de Starscream. L'acteur qui prête la voix de Starscream, il prête aussi la voix, justement, à Ratchet. Fait qu'un Autobot et un Decepticon. Ça fait super bien pour Starscream, sérieusement. Pour Ratchet, un peu moins, mais bon, l'acteur du doublage, moi je le connais surtout, mettons, en tant que, mettons, Ben Affleck en France, tout ça. J'écoute beaucoup de trucs Netflix, fait que l'équipe de doublage qu'on entend dans cette série-là, on l'entend souvent, mettons, dans des séries et dans les films Netflix d'habitude. Il y a aussi, j'aime bien la voix de celui qui fait la voix de Jetfire, justement. L'acteur, je le connais surtout,
fait la voix de Adam Sandler dans les trucs Netflix, Uncut Gem, admettons, mais je le connais surtout en tant que Sinbad, le marin, une émission de ma jeunesse des années 90. Et c'est une voix qui m'a marqué dans ma jeunesse pour que je le reconnais aussi. Il fait la voix aussi d'Eddie Murphy, admettons, dans un de ses derniers films. Sinon, je ne traite pas vraiment sur la voix de Shockwave, un scientifique un peu nazi, fait que tu sais, ça aurait pu fitter avec Starscream aussi, ça n'aurait pas dérangé. Pour celle de Sunwave, il sonne très cacane, vraiment très très cacane, mais il y a d'autres choses qui m'ont choqué dans la série. La part des autres voix sont quand même bien. Je suis quelqu'un qui défend énormément les VF, mais j'ai quand même hâte de l'écouter en anglais, ça c'est certain. Alors, pour les autres trucs, mettons juste rapport avec la VF, Optimus Prime il appelle Bumblebee, Bumblebee. Tu sais, vraiment le BEM, comme dans BEM, tu sais, une BMW. Justement, fait que bien entendu, on a l'hommage à G1 Cyberverse dans la série. Je vais plus en parler là, dans le spoiler. Pour ce qui est de l'humour, 4-5 gags pour toute la série, c'est parfait. J'ai vraiment ri aux éclats à quelques moments. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est pas du Marvel, c'est pas du Disney, c'est pas du Star Wars, tout simplement. Fait que ça passe super bien dans l'humour. Surtout plus Autobo que Decepticon, mais c'est en pleine guerre. T'as pas besoin énormément d'humour. Il y a peut-être une joke Decepticon rapport avec Sunwave, puis bien entendu Starscream aussi. Alors, pour la partie spoiler, je vais le dire tout de suite ici, vu que ça spoil rien, beaucoup de gens trouvaient que c'était pas assez long. J'ai trouvé ça parfait. C'est 2h20, c'est 6 épisodes d'à peu près 24 minutes avec le générique puis l'intro. J'ai trouvé ça parfait, 2h20. C'est sûr que si ça aurait été plus long, j'aurais aimé ça qui développe, admettons, le passé de la guerre, comment il a été introduit. Moi, c'est ce que je voulais voir. OK, avant des dernières heures, parce que les dernières heures sur Cybertron, c'est pas mal le jeu For the Cybertron, qui est un jeu de quoi 6 heures et qui est beaucoup plus immersif, mais en même temps, c'est deux médias préférés, pas préférés, mais oui, For the Cybertron est excellent, là, mais c'est deux médias différents et c'est correct. C'est correct. Bien entendu, on va avoir une suite l'an prochain. J'espère juste que l'an prochain, pour Earthrise, ça va être le double d'épisodes. Ce qui se passe sur Terre est quand même assez intéressant. Le choc des civilisations. Bref, si bien entendu, ça sera en deuxième saison ou au chapitre 2, whatever. Mais bon, Netflix a annoncé le chapitre 3 il y a quelques jours, plutôt la semaine passée, disons de Kingdom, qui va être Beast Wars. J'ai vraiment hâte que ce soit les jouets et même la série. Mais on va quand même digérer Siege avant tout. Alors, on est rentré dans la section spoiler et j'ai pas le goût de vraiment tout spoiler, toute la série puis l'histoire. L'histoire, j'aurais peut-être dû en parler un peu dans la version non spoiler, dans la section non spoiler plutôt, parce que disons qu'on connaît un peu les résumés, bien entendu, l'histoire de Lars Spark, Lars Spark qui est bien entendu introduit grâce au film de Michael Bay 2007. Et ici, on prend une partie de Cyberverse, carrément, la série Cyberverse, et on met ça là-dedans pour une série plus adulte. Pourquoi pas? C'est carrément la même histoire, presque. Presque, là. Fait que, justement, comme on est rendu dans la section spoiler, le but d'Optimus Prime, c'est de prendre leur Spark, surtout le redécouvrir, parce que c'est quelque chose qui est un artefact disparu depuis des milliers d'années, et de l'envoyer loin de Cybertron pour faire chier Megatron. Parce que c'est ça qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'on monte, mettons, les Decepticons comme des extrémistes, un peu de même. Mais ce qui monte encore plus, c'est que peut-être Optimus Prime est encore plus extrémiste que Megatron. Parce que Megatron, lui, il veut revivre Cybertron. Tu sais, make Cybertron great again, là, carrément. Puis Optimus Prime, lui, il veut en empêcher solide. Et il réussit. Il réussit. Là, je suis en section spoiler, fait que je vais parler un peu de ça. Puis bien entendu, il réussit à activer un pont spatial, le dernier de Cybertron. Et honnêtement, les images là-dedans sont magnifiques. Le pont spatial est magnifique, il est gigantesque. Il réussit à passer avec l'arche aussi, mais ça, je vais en revenir un peu plus tard. Puis je vais surtout parler des personnages. Parce que les personnages là-dedans, là, il y en a là-dedans qui sont extrêmement bien travaillés. Ils ont leur arc narratif complet. Je vais parler tout de suite avec le personnage qui nous surprend le plus, c'est le personnage de Bumblebee. Bumblebee là-dedans, c'est un mercenaire. Je niaise vraiment pas. Il y a le côté un peu, moi, je veux vendre des nergons contre du cash. C'est ça. Lui, c'est ça son but. C'est un civil. Il veut rien savoir de la guerre. Il veut juste faire de l'argent. Bien entendu, pendant la série, il se passe de quoi avec.
ben, je suis pas obligé de tout spoiler, mais bon, il devient plus important et il devient quasiment une sorte de, on va dire, un autre messager. Une sorte de, on va dire ça, un messager qui a rapport avec Ultramanus, qui a rapport aussi justement avec l'histoire de la guerre. Et vraiment un bon personnage. Sérieusement, Bumblebee, si il nous tape ses nerfs depuis des années, c'est la mascotte. Ici, je le trouve excellent. C'est pas celui que j'ai préféré, mais je le trouve quand même bien. Alors, il y a aussi un autre personnage Autobot qui est carrément aux antipodes de ce qu'on connaît, Ratchet. Ratchet est un médecin-chef, vous savez tous. On apprend dans le film que, ben pas le film, mais dans la série, que c'est un civil qui a un symbole Autobot, mais qui pue vraiment Autobot, qui soigne les blessés, peu importe le camp. Et il y a aussi sa base, et dans sa base, on retrouve bien entendu des Decepticons et des Autobots, dont un que je vais revenir tout de suite après parce que je l'adore tellement, ce personnage-là. Puis justement, Ratchet, il est montré que c'est un ingénieur, grâce à cette technologie, il a inventé des armes, tout ça. Puis sérieusement, t'entends ça, t'es comme, ben c'est Wheeljack, ça, c'est pas Ratchet. Mais le fait que on réimagine G1, ça passe assez bien. Parce que Wheeljack est quand même mis un peu en avant-plan dans le premier épisode, puis après il devient une sorte de technicien dans la série parce qu'il n'est pas si intéressant que ça, mais bon c'est ça. Fait que Ratchet a un arc narratif qui est assez intéressant, qui est relié à un autre personnage qui est un Decepticon du nom de Impactor, qui est un personnage qui a été introduit dans les BD il y a 30 ans, qui est un chef justement des Wakers, et là-dedans, ben, on l'introduit en tant que Decepticon dans une bataille justement de Yakon. Il se fait blesser, il se fait même couper son bras, mettons. Et Ratchet le retrouve. C'est le même qu'on introduit le personnage de Ratchet. Et justement, Impactor, vu qu'il se fait, mettons, revivre, on dit ça de même, ben, vu que Ratchet a sauvé sa vie, ben lui, il faut qu'il sauve la vie des autres, il faut qu'il aide les autres. Puis Impactor, il y a une certaine prise de conscience. Il dit, à un moment donné, plus de factions, plus Autobot, plus de Decepticons. Je vais juste être moi-même, admettons. Puis, bien entendu, il y a un arc narratif qui l'emmène jusqu'à sa mort pour sauver Ratchet contre une attaque Decepticon à la fin de la série. Ce qui est vachement intéressant. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le personnage d'Impactor, il est vraiment cool. Puis il y a un autre personnage aussi comme Jetfire qui est carrément le chef des Seekers. C'est clairement indiqué que, mettons, Starscream c'est le second, il est sous ses ordres. Et que lui aussi il a une prise de conscience. C'est juste qu'il y a une prise de conscience assez différente. Si Impactor, lui, il choisit pas de camp, vraiment sans faction, lui, Jetfire, il décide de virer Autobot comme dans la série G1. Puis, bien entendu, il se pose des questions sur la guerre. Il se demande à chaque jour pourquoi il s'est enrôlé dans les Decepticons. C'est une bonne discussion qu'il y a parce qu'à un moment donné, il se fait emprisonner par les Autobots. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a aussi une lame bleue, une épée laser qui se vend avec Shockwave Lab, une compagnie tierce avec l'imprimante 3D que je vais être honnête, j'ai goût de l'avoir. J'ai goût de l'acheter là, juste pour ça. Là. Il était vraiment cool, Jetfire. Sérieusement, le Jetfire était assez intéressant. Et bien entendu, j'ai dit Megatron. Megatron est pas mal classé ce qu'on connaît. Même chose avec Starscream, même chose avec Sunwave, même chose avec Shockwave. Il n'y a rien qui est choquant là-dedans. Fait que je vais passer un peu. Bien entendu, il y a une relation que j'adore, celle entre Optimus et Elita 1. Elita 1 est jamais d'accord avec Optimus Prime. Ok? C'est pas mentionné qu'ils sont en couple, parce que c'est un couple dans G1, c'est carrément ça pour très les humaniser. Là-dedans, on voit que Elita 1 est carrément fait la job quasiment ce qu'aurait pu faire Ultramanus et Ironhide, celle de conseiller le Prime. Et elle n'est pas vraiment d'accord avec toutes les décisions de Prime, tout simplement ça. Fait que ils ont une relation, surtout pas une relation d'amour, là, on va se le dire. C'est vraiment de la grosse amitié pour moi, là, ça c'est mon opinion, là, mais ça reste quand même très humanisé, ça c'est certain. Et il y a une séquence à la fin, la séparation des deux, que je vous mentirais pas, j'ai vraiment adoré. J'ai même eu une larme qui est descendue sur ma joue. Puis ça suit une logique de G1, bien entendu. Juste que dans G1, il y avait ce genre de séquence-là dans un flashback, justement, dans l'épisode consacré aux fanbots. Et disons que c'était broche à foin. C'était une série pour vendre des jouets. Ici, il y a vraiment l'émotion. Puis il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à cette séquence-là, qui n'ont vraiment pas aimé ça ou que
Genre, il y en avait un peu rien à foutre. J'y comprends très bien, c'est juste que moi, Optimus Prime et Elite 1, j'y connais depuis plus de 30, peut-être pas 30 ans, mais 25 ans. Fait que, tu sais, j'aurais dit que c'est un fantasme de les voir les deux, mais c'est intéressant. Ça montre les conséquences de la guerre parce que, en tout cas, bref, c'est vachement intéressant. Personnages qui sont mis en avant-plan, mais pas trop. Il y a Red Alert, qui on apprend que c'est carrément l'infirmier, le médecin-chef des Autobots, parce que Ratchet est parti, qui a dit à un moment donné, moi j'étais un soldat, il fallait que je prenne les armes à un moment donné. Maintenant, je suis plus un soldat, il faut que je soigne le monde. Fait que, à un moment donné, il parlait du passé, bien entendu. Sideswipe aussi est quand même assez intéressant, mais bon, c'est pas lui qui va changer grand chose. Il est quasiment inexistant. Mirage, le Mirage, tout le monde le connaît à cause de sa capacité mettons, de devenir invisible. Là, il l'utilise vachement bien sur une séquence, bien entendu, pour se faire passer pour un Decepticon devant d'autres ennemis, mettons, d'autres Decepticons. Et disons que c'est tellement, mettons, post-apocalyptique, c'est tellement le désordre sur cette planète-là que même cette technologie marche mal parce qu'il se fait pogner puis bien entendu il y a une scène d'action. Il utilise à un moment donné pour protéger aussi justement un emplacement, on va dire, où est-ce que le pont spatial, pour sauver du temps, ce qui est vraiment intéressant. Ça gruge son énergie aussi. Et il y a quand même un personnage là-dedans qui m'a vraiment déçu parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est le personnage d'Ultramanus qui est carrément... si vous l'adorez, le personnage d'Ultramanus, vous allez vraiment pas l'aimer là-dedans. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il prend une mauvaise décision. On le voit bien entendu dans la bande-annonce. Et disons qu'en prenant une mauvaise décision, ben, ça scrape un peu le reste de sa vie, on va se le dire. Pourtant, j'aime bien Manus, mais bon, il fallait faire des sacrifices et Manus était le premier à se faire sacrifier, certain. Il se fait buter, mais il se fait buter à un endroit qui est magnifique aussi, mais le fait qu'il se fasse buter, ça contredit G1, ce qui n'est pas un mal. Mais disons que pour les fans de Manus, il y en a qui vont être choqués, certains. Il y a aussi un personnage comme Ironhide, lui il est carrément un figurant, il n'est pas important dans la série. Si tu l'enlèves du show, c'est pas plus grave que ça. Il y a une interaction avec Optimus Prime, c'est quand Optimus il dit Play gas. Ben, on va dire ça de même, là, je me souviens quasiment pas de la scène, mais donc il s'arrête quoi une fois, là, mettons Ironhide, là, fait que c'est cool. Il y a aussi les gardiens. Les gardiens sont montrés, on va dire, dans un smog. Dans une boucane, juste l'ombre. Et c'est carrément le look de Mega Supreme, que lui, justement, apparaît à la fin de la série, qui sort de nulle part du plancher pour rendre hommage, justement, à War for Cybertron, parce que la première chose qu'il fait, c'est tirer sur Megatron, comme dans War for Cybertron. Fait que ça, c'est un excellent hommage, j'ai vraiment adoré ça. Il disparaît à un moment donné aussi à la fin, donc, ouais, c'est ça, ben, après la bataille, tout ça. Puis, quelques clins d'œil aussi, justement, où est-ce que le pont spatial, c'est le secteur 7 qui est un hommage bien entendu au film de Michael Bay, le premier film. Fait que ça c'est bien. Et bien entendu, il y a une séquence à la fin qui montre justement la séparation entre Elite 1 et Optimus Prime qui s'en va à bord de l'arche. Et il y a aussi Chromia là-dedans. Il y a Red Alert qui a tombé. Puis ces trois personnages-là apparaissent dans saison 2 de G1. Ils apparaissent pas, mettons, dans des Autobots, les premiers Autobots qu'on voit dans le film, pas dans le film de 86, mais dans la première saison de G1. Fait que. Puis Jetfire est encore sur Cybertron aussi. C'est assez spécial. Et il y a aussi une erreur, une énorme erreur. Puis ça vient de me faire penser, puisque Chromia. Il y a un personnage qui s'appelle Moonracer, ok, qui s'en va suivre Optimus Prime on va dire, pour chercher leur Spark. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais le problème, c'est qu'elle a le même look que Chromia. Les mêmes couleurs, et pourtant Moonracer est verte, elle a une tête différente. C'est quasiment le même jouet, mais bon. Je sais pas si c'est une erreur qui est comme une sorte de clin d'œil à G1, tout ça. Ça m'a pas tant que ça dérangé, mais à un moment donné, j'ai écouté la série, puis j'étais comme, ouais, ce personnage-là était comme, on la voit est ailleurs, puis maintenant on la voit pas. C'est surtout pour le grand public où les gens qui sont comme connaissent pas assez Transformers, mais tu sais, c'est une grosse erreur. C'est la plus grosse erreur, car là, une sorte de dommage à G1, on va dire ça de même. Ils vont sûrement en parler dans les prochains jours, cette erreur-là, parce que sérieusement, c'est un peu poche, là, tu sais.
je comprends que, mettons, l'hommage est là à G1, mais faire des erreurs aujourd'hui, c'est moins inacceptable, tu sais, tout simplement. Bon, j'ai oublié plein de trucs. Ça, c'est certain. Plein de choses. Ben, je vais finir là-dessus. Ben, pas finir là-dessus, mais quand il parle du début de la guerre, le mouvement d'Alphatrion, le fait que Megatron a trahi Alphatrion et les autres pour prendre ce mouvement-là à son avantage, c'est génial. C'est génial. Ça réimagine, mettons, le début de la guerre, tout en connaissant, mettons, j'ai mal formulé ma phrase, je suis désolé, mais ça prend ce qu'on connaît déjà et ça change des autres débuts de guerre, mettons, des autres univers. Bien entendu aussi des clins d'œil, le fait que Megatron soit un ancien esclave dans les mines, Impacta aussi il en parle, le fait qu'il accuse les Autobots d'être la classe d'élite. C'est assez intéressant ça, parce que c'est pas manichéen, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est pas les bons Autobots contre les méchants Decepticons, là. Tu sais, c'est ok, chacun a une faction, tout le monde suit leur leader, mais sont loin d'être parfaits, puis ça reprend quand même ce qu'on voit dans AEW depuis une couple d'années. Je vous mentirais pas, ça fait à peu près un mois que je suis dans les BD AEW, ceux qui ont commencé en 2005, et je comprends, mettons, les clins d'œil à ça. C'est vraiment génial, c'est pas manichéen, c'est super. Puis je pense que je vais laisser là-dessus, parce que je vais faire un podcast peut-être d'ici quelques jours ou la semaine prochaine avec d'autres fans pour mon podcast Hashtag Fanformer, et la première retour, c'est qu'ils sont tous un peu impressionnés, ils sont tous comme ok, là c'est plus fait pour les enfants, c'est parfait ça, c'est vraiment fait pour les adultes, mais un enfant je pense pourrait aimer ça. Achetez-y les jouets, sont en vente au magasin, en tout cas au Québec là. Et justement pour ce qui est de la suite, on a une scène pas générique, on va dire ça de même, que Télétran 1 se réveille à travers justement dans le vaisseau l'Arche qui est comme au milieu de l'espace, et il dit Vincent Inconnu qui arrive. Alors Vincent Inconnu, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une navette spatiale humaine ou complètement le Némésis qui débarque pour venir le Némésis avec les Decepticons à l'intérieur, avec Megatron tout simplement, parce qu'on sait tout que ça va se passer sur Terre, et j'ai hâte de voir ça parce que c'est pas obligé de suivre G1. On n'est pas obligé de voir l'Arche se crasher dans le mont Sainte-Hélène là. On peut faire quelque chose de tellement différent. Réimaginer G1, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Fait que je pense qu'on va finir là-dessus. C'est un peu bordélique comme critique, je vous mentirais pas. J'essaie de suivre un peu, mettons, les critiques ciné, séries que je suis sur YouTube, parce que je fais vraiment pas ça d'habituellement. Je fais ça, mettons, pour Transformers, parce que c'est la saga que j'aime le plus. Puis, sérieusement, cette série-là, allez la voir. Allez la revoir. C'est génial, c'est génial. C'est loin d'être parfait, mais c'est génial. Je trouve ça meilleur que G1. Pour de vrai, c'est meilleur que G1. Ils ont vraiment bien fait. Puis Netflix, il y a toujours, mettons, Netflix, la critique de Netflix, c'est toujours mettre des homosexualités, des homos avant, des personnages féminins forts là-dedans. Et là-dedans, le personnage d'Ethan, bien entendu, représente le personnage femme forte, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. Je me suis rendu compte que j'ai carrément oublié de parler d'une chose, parce que j'ai oublié de parler de plein de choses, mais il n'y a pas beaucoup de transformations. Il y en a, bien entendu, surtout pour les véhicules aériens comme les Seekers et Jetfire, on est garni là-dedans. Par contre, pas énormément. Bien entendu, Megatron se transforme une fois, Optimus se transforme quelques fois. Par contre aussi, pas beaucoup de mondes alternatifs. On voit Optimus, un moment donné, Moonracer, Prowl, On, Sideswipe en mode alternatif. C'est les seuls qu'on voit, mettons, côté Autobot. On voit Barricade à un moment donné aussi. Barricade, c'est quand même un repeint de Prowl. Mais les autres, on n'en voit vraiment pas. Bumblebee, Wheeljack, ils ont leur version terrestre dessus. Leur version Artrise, mettons, leur jouet Artrise. Ils ne se transforment pas. L'ITA 1, pourtant, se transforme en véhicule cybertronien dans G1 ou même pour le jouet Artrise là, qui va sortir en exclusif Walmart. Puis non, ils ne se transforment pas. Ils marchent beaucoup. Ils sauvent des attaques en courant et non en se transformant. C'est un budget limité. Fait que c'est loin d'être parfait, mais ça reste quand même cool. C'est ça.
Fait que vous voulez tous m'encocher, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé. À date, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de retours positifs. Quelques négatifs, c'est certain. Mais c'est pas parfait. Mais ça reste excellent. Puis si les suites vont être de même, de ce même calibre-là, ben écoute, peut-être qu'on a vraiment quelque chose d'incroyable, tu sais, en pleine. Je sais même pas quoi dire. Sérieusement, je suis quelqu'un qui improvise rarement, mais bon, à chaque fois que j'improvise, je bafouille, whatever. Mais tu sais, on a quelque chose d'épique là, entre les mains, là, tu sais, sérieusement. Merci Netflix, merci. J'ai jamais creusé ça de ma vie, mais merci Netflix, sérieusement. Là, merci de donner ce genre d'affaires-là à des producteurs ou des réalisateurs qui eux autres sont des fans de première heure. Puis ils savent que nous autres, les fans, mettons, des Transformers, on était écœurés des films de Michael Bay. Je veux pas trop chipoter, là, mais tu sais, c'est tout le contraire des films de Michael Bay. C'est l'histoire avant tout. Les personnages avant tout, fuck off l'action, fuck off l'explosion. L'action, fuck off ça, par contre, il faudrait améliorer ça dans les suites, ça c'est certain. Bref, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.